Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? C'est fatigué, et toi? Ouais, ça va. Peu dormi, mais on avait dit qu'on faisait un podcast ce jeudi. On est présent au rendez-vous malgré la fin du match tardif. Donc on a enregistré le jour du match finalement, vu que ça s'est terminé à minuit 39, l'acte 2. Pour parler de ce début de série, on a Pierre Chouvet de La Liberté. Salut Pierre. Salut les gars. Ça va, le retour n'était pas trop long jusqu'à Fribourg après avoir terminé ton article? Non, heureusement que c'était pas à Davos ou à Lugano. Donc, et puis la route était dégagée à 16h, on peut le dire. Puis nous, on n'a pas dû commencer à ramener des gens à la maison. Donc, contrairement à d'autres à ce micro. Donc, oui, il faut savoir que j'ai ramené deux fans du LHC que j'ai rencontrés, que j'ai vus sur le bord de la route en direction de chez moi. Et je me suis arrêté auprès d'eux. Je dis, vous allez où les gars? Ah, Machka. 2 endroits 10 km plus loin. Je dis, mais vous allez à pied? Ouais. Je dis, ouais, on va monter, allez-y. Donc, petite dédicace à l'un des deux qui est un auditeur. Dédicace à Guillaume et Robbie qui ont pu gagner une petite demi-heure de sommeil, je pense. Important. Ah ouais, dans Playoff, c'est important, les petits détails, là, le petit sommeil gagné. D'ailleurs, il faut se dire que c'est un match exceptionnel parce qu'il n'y avait pas le compte rendu dans La Liberté. Il faut se rendre compte, pour les gens qui ne sont pas dans le milieu du journalisme, La Liberté a le délai de bouclage le plus fou de toute la presse mondiale, je pense. En général, c'est les nonnes qui vont imprimer le journal, donc elles sont pas chiantes et tu peux imprimer tard. C'est juste, Pierre? Ouais, t'es pas loin de la vérité, mais c'est vrai qu'on a un des délais les plus favorables. On peut envoyer nos textes plus ou moins jusqu'à minuit moins 5. Et puis là, c'est vrai qu'après la première prolongation, sachant que ça reprenait vers 23h45, on a compris que ça allait pas le faire. Et puis on a dû renoncer. On avait un petit magazine sur le football en Arabie Saoudite qui traînait là depuis 2-3 semaines maintenant. Donc voilà, il a fait l'affaire. Mais je crois que c'est que la deuxième fois où il n'y a pas un compte rendu de match de Gauthieron. La première, c'était déjà à l'occasion d'un match de play-off entre Gauthieron et Lausanne. Je pense qu'on en reparlera. C'était le 2022, Philippe. Ouais, mais juste pour les gens, ça s'appelle un bouchon, hein, le papier qu'on garde au cas où sous le coude pour pouvoir placer. On garde au frigo, en l'occurrence. Voilà, pour pas avoir un trou dans le journal. Ouais, bon, on a perdu notre bouchon, il faudrait en retrouver un autre. Bon, ce match numéro 2 et ce début de série, mais déjà ce match numéro 2, toi tu l'as vécu comment, Pierre? Parce que je dois dire que de mon côté, et j'en ai fait un petit commentaire ce matin, je crois que c'est bon en fait. Moi j'en suis arrivé à la conclusion, peut-être un peu après tout le monde, hein, j'ai peut-être un coup de retard sur ce coup-là, mais je me suis embêté. Oui, chaque fois qu'il y a une action, t'as le cœur qui bat un poil plus vite, parce que tu dis, oh mon Dieu, oh là là. Puis après, il se passe rien pendant 5 minutes, puis tout le monde est à la chiasse. Toi, tu vis comment ces matchs justement à double ou triple prolongation? Ouais. Bon, déjà, je l'ai trouvé moins dégueulasse, si j'ose, que le dernier entre Gauthieron et Lausanne. Donc, je parle des prolongations, évidemment. Je trouvais que jusqu'au début de la 3e prolongation, ça joue encore plus ou moins correctement. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois que tout le monde en a marre. Tu as même l'impression que les joueurs aussi ont envie qu'il se passe quelque chose. Comme toi, j'étais convaincu par la formule. Et puis c'est vrai que quand tu le vis, quand tu vois les joueurs après qui ont tous une poche de glace sur le genou, qui sont à moitié en train de ramper pour tourner au vestiaire, tu te dis quand même que c'est pas humain et qu'il faudrait peut-être quand même réfléchir au bienfait de cette formule. Heureusement, ça reste exceptionnel. Je pense que tu as une liste plus actualisée que moi de ce genre de match, mais il y en a pas 14 par play-off. Mais ouais, franchement, au bout d'un moment, il y a plus de plaisir. Je pense même pour nous qui sommes des fans de hockey, on avait qu'une envie, c'était qu'il y ait un but qui tombe, quoi. Donc merci Jason Fuchs. C'est exactement ça. Et tu dis, alors je suis pas forcément d'accord avec Greg. Moi, j'ai toujours milité pour ces prolongations qui vont à la mort subite, qui déterminent finalement. On me disait aussi, ah ouais, mais c'est déterminé par un goal moche, forcément. Alors, le but de Philippe Fouret, il y a 2 ans, il était pas moche. Le but de Jason Fuchs, il est pas trop vilain. C'est souvent des actions, finalement, c'est le premier qui bouge qui a perdu. Oui, d'accord. Mais le caractère exceptionnel fait que c'est pas comme s'il y en avait 6 fois par tour de play-off. Le record reste donc propriété de Genève Servette, enfin de Berne et de Genève Servette, 117 minutes 43, Marc Arcobello en 2019 en quart de finale. Berne finalement s'était imposé dans cette série 4-2.
Le deuxième match, c'est 114 minutes, j'ai plus les secondes, Marc-Antoine Pouliot, l'année passée, contre Lugano. Genève avait gagné aussi cette série. Et puis donc, 107 minutes, 106 minutes 44 pour Jason Fuchs. Et ça fait... Et si on se rappelle, la série justement où on parlait avant du but de Philippe Fourer au milieu de la nuit, c'est Fribourg qui va au bout de la série finalement. Oui. Donc en fait, il y a une systématique qui est en train de se mettre en place, non ? L'équipe qui gagne le match qui va au bout de la nuit passe. J'ai regardé tous les... Vas-y. On a donné l'agence, on a donné les matchs qui sont allés le plus loin en Swiss League et en National League. Je crois qu'il y a une fois sur ces matchs qui dépassent 100 minutes où ça n'a pas tourné en faveur de l'équipe qui avait gagné ce match. Donc c'est un petit peu comme les matchs 7, c'est quand même plus favorable à. Ça dépend tout quand il intervient. Là, le fait que ce soit le deuxième match me fait dire que... Et puis en discutant avec les acteurs, notamment Jason Fuchs à la fin, on disait est-ce que ça va amener un petit quelque chose. Il était ouais, ça enlève peut-être un peu de fatigue mentale, mais en tout cas il n'achetait pas du tout cette théorie comme quoi ça pouvait donner un coup de boost pour le match de samedi dans cette série. Jason Fuchs qui disait avoir eu des crampes, une crampe, il n'a pas dit des, mais il a dit une. Mais faut quand même se rendre compte que c'est des athlètes d'élite qui admettent avoir des crampes en fin de soirée. Et Jason Fuchs, c'est pas le plus âgé de l'équipe, c'est pas le joueur qui a joué le plus. Christian Joos, il a joué plus de 50 minutes. Ouais. C'est presque du Tom Ernest dans le texte qu'il a fait en termes de temps de jeu. Mais c'est suédois, c'est normal. Ça doit être ça, ouais. Ça peut clairement laisser des traces, mais comme tu dis, il y a quand même dans un coin de la tête, tu l'as gagné. Mais il n'y a que 1-1 dans cette série finalement. Et avant ce match-là, je parlais avec un ancien joueur qui me disait mais de toute façon, c'est tout le temps les matchs impairs qui comptent dans les playoffs. Les matchs pairs, ils sont là pour remplir entre les matchs impairs. Et là, il y a 1-1. Si on regarde cette série dans sa globalité, on a quand même l'impression que sur les 120 minutes, non, les 120 minutes, c'était hier, sur les près de 180 minutes de cette série, Lausanne est quand même la meilleure équipe, non, Pierre ? Clairement, j'ai eu cette impression durant le premier match, remporté de manière un peu heureuse quand même par Gauthieron. Et puis après 30 minutes de jeu, lors de l'acte 2, on se dit aussi... est-ce que c'est Lausanne qui est à ce point au-dessus ou est-ce que c'est Fribourg qui sous-performe ? Il n'empêche que Lausanne causait beaucoup de problèmes à Fribourg. Et là encore, Fribourg, comme lors de l'acte 1, revient grâce à son powerplay. Ensuite, ils récupèrent un peu ce moment fort et puis ils égalisent derrière. Mais vraiment sur le fameux jeu à 5 contre 5 qui est souvent répété par les acteurs, je trouve que Lausanne est plus intéressant. Il y a plus de mouvement, plus de fluidité. Et puis Lausanne a quand même gagné un énorme ascendant psychologique avec cette victoire-là. Donc heureusement pour eux qu'ils le gagnent. Et puis je pense que c'est de loin pas immérité sur l'ensemble de ces deux matchs qu'ils aient au moins un point. Mais Fribourg, moi, ce qui m'impressionne dans cette équipe, c'est cette capacité tout d'un coup, si tu donnes pas grand-chose, ils sont quand même capables de te faire la différence à un moment avec des acteurs qui... je sais pas si c'est une question de talent, parce que je pense qu'il y a quand même du talent du côté lausannois, mais cette capacité cette saison aussi à jamais finalement se faire submerger. Il y a 2-0, il pourrait y avoir 3-0 si Sekac transforme l'offrande de Théo Rochette, et à ce moment-là, c'est un autre match aussi. Il n'y a pas ça, parce que Lausanne n'arrive pas à conclure. Il y a 2-2, assez rapidement, et tout d'un coup, ça switch. Et j'ai bien aimé ce que tu disais aussi sur les énergies ou les flots de match, finalement. C'est pas que ça vient de nulle part, c'est ce retour fribourgeois, mais tout d'un coup, c'était la panique. Vraiment, Lausanne se disait... Et comme s'ils n'arrivaient plus à jouer leur jeu, aussi cette intensité physique qui est difficile à mener pendant 60, voire 107 minutes, c'est impossible. Mm-hmm. Et Fribourg a cette capacité où tu peux pas les laisser en se disant c'est bon, ils vont être calmes. Non, Sorensen peut te faire la différence, Dido peut te faire la différence, et d'autres joueurs aussi. Ouais, justement, tu disais très justement l'impact physique du LHC sur le premier tiers notamment était impressionnant, et ils ont été pas bien payés. C'était complètement mérité d'être de mener à ce moment-là de longueur. Mais c'est pas tenable. 60 minutes à ce niveau-là, c'est impossible.
Par contre, quand tu es récompensé, quand tu marques des buts, c'est quand même un peu plus simple de tenir peut-être. Mais à Fribourg, ils ont pas fait un match d'un point de vue physique moins bon. Ils ont juste été moins bien récompensés. Moi, il y a quand même toujours quelque chose qui me surprend. C'est qu'à la fin du match, on parle avec les joueurs. Et on savait qu'ils allaient venir fort. Et moi, j'arrive pas à comprendre comment pendant 20 minutes, tu peux à ce point être sous l'eau et que collectivement, à aucun moment, il n'y ait aucune ligne qui soit capable de prendre l'ascendant. Et c'est pas que c'est impossible, parce qu'on le voit dans la suite de la rencontre, il y a des lignes qui sont capables de rivaliser physiquement avec les NHC. Il faut pas croire que c'est un rouleau compresseur qui passe sur le Gauthieron pendant 100 et quelques minutes. Non, il y a des moments forts et des moments un peu plus faibles. Mais par contre, les moments forts du LHC, je les trouve beaucoup plus forts, justement, que les moments forts de Fribourg-Gotteron, peut-être parce que c'est un autre style de jeu. Là où Gotteron a plus de la possession en zone offensive et va plus tourner dans la zone, oui. On peut penser notamment à Valmark et Sørensen quand ils se font des passes parmi. Là, c'est en général assez intéressant. Di Domenico, Berchi quand ils font leur truc aussi. Mais tu parlais justement, je parlais à l'instant de Di Domenico, c'est typiquement un des joueurs dont on attend plus, dont on attend de faire la différence. Et là, on en parlait en préparant cet épisode, il avait les 39 minutes de jeu, quelque chose comme ça. Quasiment 40, ouais. Et en 40 minutes de jeu, il n'a pas eu un impact monstrueux sur le jeu, en niveau intensité et niveau efficacité aussi, forcément. Toi, tu le trouves comment, Pierre Didot, et puis globalement, on va dire, l'attaque de Fribourg-Gotteron? En fait, j'ai trouvé que durant cette première partie de match où Fribourg était clairement pris à la gorge par Lausanne, c'était le seul joueur de champ qui surnageait un petit peu. Oui. C'est de lui que venait le danger. Franchement, il était sur tous les pucks, avec Andrei Dikov aussi. Très juste. Sa performance qui était vraiment très, très actif. Je trouve qu'il est vraiment au niveau qu'on peut attendre de lui. J'étais un peu plus surpris de voir que finalement Sørensen avait assez peu d'impact, même il était presque un danger pour son équipe sur certaines phases, en fait, en prenant des risques, en manquant de repli. Après voilà, il marque ce but qui relance Fribourg, donc on oublie un petit peu tout ça. Mais pour juste rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait que tu comprenais pas comment finalement une équipe prévenue peut ne pas réussir à contenir son adversaire en fait en début de match. Moi je trouvais que, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais que Fribourg avait un énorme problème de filtrage en zone neutre face à Lausanne qui arrive avec beaucoup de vitesse, de verticalité, qui est très fort dans le jeu de transition, et qu'en fait ils ont toujours pas trouvé la solution, et que Lausanne a une facilité à rentrer en zone offensive à Fribourg qui lui facilite la vie, et après ils peuvent s'installer facilement. Il y a leurs défenseurs qui viennent derrière, qui amènent de la vitesse. Et j'ai l'impression que c'est un peu là la clé pour Fribourg. Je suis assez d'accord avec toi, je suis même complètement d'accord avec toi. C'est toute la saison, finalement. Ouais, mais j'ai trouvé que ce deuxième match, c'était un peu moins flagrant que sur le premier. Et j'ai trouvé que la transition lausannoise sur le premier match était vraiment, vraiment excellente. Et là, sur l'acte 2, le rush lausannois était moins bon. Pas moins bon, il était encore très bon, mais c'était un poil mieux. Il y a forcément un aspect qui doit être pris en compte pour parler de la défense de Fribourg-Gotteron, c'est Raphaël Diaz. Ouais. Qu'est-ce qui manque qui est absent. Je sais plus si c'était avec toi que c'était la réflexion à la fin du match. On avait une sorte de mini Raphaël Diaz avec le numéro 11 dans ce match Lausanne-Fribourg, avec un Dufner qui était vraiment excellent. Il s'est fait brasser dans tous les coins, il est parti avec le bout du nez en sang, il est revenu, il s'est fait checker le genou, il est revenu. C'était un petit peu le soldat dans les Monty Python qui se fait couper les deux bras, les deux jambes et qui continue à se battre. Pour ceux qui ont un certain âge, désolé pour la référence de vieux. Mais j'ai trouvé un Dufner excellent, mais qu'est-ce que Diaz manque, parce que derrière, si Fribourg-Gotteron peut être autant sous pression durant d'aussi longues périodes, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas cette présence calme d'un gars qui va être capable de faire le petit dribble en zone défensive sans perdre le puck. Bonne relance. Voilà, la bonne relance, ressortir proprement le puck, partir vers l'avant, et du coup ce sont chaque fois des précieuses secondes que tu peux gagner en zone offensive et non en zone défensive, et physiquement c'est beaucoup plus simple aussi de changer dans les meilleures conditions, parce que si tu changes en panique parce que tu es sous pression ou t'as les Lausannois, ils sont 3 dans ta zone à t'attaquer, c'est plus difficile que si tu peux rien qu'aller jeter au fond et puis changer. Et avoir un début de shift dans de meilleures conditions va forcément toujours être un petit peu plus simple. Et là, un Diaz pourrait beaucoup aider. De ce que laissait sous-entendre Christian Dubé, de ce que j'ai aussi entendu de mon côté, il y a des chances qu'il puisse jouer le match numéro 3. Il était même
question de le faire jouer dans le match 2. Puis je pense que Fribourg s'est un petit peu dit, mais derrière, il y a 3 jours. Enfin, il y a pas Match pair, on s'en fiche. Il y a 2 jours de congé, 2 jours complets. Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de. Surtout que le match 1 avait été gagné par Fribourg. Donc tu es moins sous pression en allant à Lausanne. En disant, bon, ok, peut-être que le fameux en play-off, il jouerait. Ouais, mais en play-off, peut-être qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus parce qu'il avait été annoncé malade. Mais. Ouais, ça, honnêtement, on n'y croit pas, non? On n'y a pas cru. Hein. Mais c'est juste ce que tu dis. Moi, de ce que je sais, c'est que lui voulait jouer déjà mercredi, mais comme il avait été quand même, sans trahir de secret, touché un peu au niveau de la tête, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Et c'est très bien. Et puis ils se sont dit, ben voilà, il y aura 3 jours après d'écart entre le l'acte 2 et l'acte 3. Donc autant profiter de ce temps pour qu'il récupère convenablement et puis qu'il soit à disposition pour le match. Pour le match 3, on peut aussi s'inquiéter pour Yecker d'ailleurs, qui n'a pas fini le match. Peut-être c'est un défenseur de gagné pour un autre de perdu. Ça sera à voir. Yecker qui fait pas un grand début de série, comme il n'a pas fait une grande fin de série contre Lugano. Donc si tu remplaces Yecker par Diaz, c'est en tout cas pas forcément négatif dans le sens où mais tu préférerais plutôt avoir un de plus que faire du poste pour poste. En parlant de poste pour poste, on parlera de Lausanne un tout petit peu après quand même, mais là on continue de se focaliser sur Fribourg-Gotteron. Il y a eu une recade dans l'alignement de Christian Dubé au début du deuxième tiers. Je pense que fidèle à lui-même, Christian Dubé s'est dit faut que je tente un truc. Il aimait pas du tout sa première ligne avec forcément Sørensen, Valmark, ça bouge pas. Ouais. Il y avait Motet avec eux. Début du deuxième tiers, il a mis Bikoff à cet endroit-là et il a descendu Motet avec Sprunger et Schmidt. Ouais. Oui, je te donne volontiers la parole tout de suite. Et ça, j'ai trouvé un match d'André Bikoff, on l'a juste très brièvement évoqué avant. Bikoff, il était partout. J'ai trouvé, si vous regardez durant les prolongations, c'était un des derniers qui avait encore un patinage efficace. Et du côté fribourgeois, il y en a 2 pour moi, c'est Mauro Jörg et André Bikoff. C'est étonnant, c'est les 2 qui vont pas être conservés au terme de cette saison. Mais j'ai trouvé que dans l'impact physique et dans l'implication, les 2 étaient encore là, vraiment présents jusqu'au-delà de la 100e minute. Mais Bikoff avait un rôle plus en vue que Mauro Jörg et ça fait quand même continuer de se poser des questions sur la fin de carrière de ce joueur, non? Oui, alors je pense que tout le monde se l'est dit en voyant hier, surtout si tu compares, je pense, l'impact que peut avoir Andrei Bikoff et celui que peut avoir Julien Sprunger. Alors on va pas refaire le débat, c'est 2 cas quand même différents. Je pense que Julien a un peu cette aura de capitaine aussi qui fait que la réflexion n'a pas été tout à fait la même, mais c'est vrai qu'en termes de jeu, Andrei Bikoff est largement supérieur, en tout cas sur ces derniers mois. Mais c'est quand même un assez grand échantillon quand on dit ces derniers mois par rapport à Julien Sprunger. C'est vrai que hier, il fait encore il fait un match plein d'abnégation et puis il amène beaucoup de vitesse aussi dans cette ligne. J'ai trouvé très à l'aise et puis je trouve qu'on l'a plus vu que Kylian Motet sur tout autre match qu'il a pu faire avec les 2 Suédois. En fait, il s'intègre mieux au jeu et puis peut-être aussi les Suédois lui font un peu plus de passes. Faut aussi le dire. Est-ce que c'est aussi une question d'intelligence de jeu? Motet, c'est plus un buteur. Bikoff, c'est un centre qui est décalé à l'aile, donc il a quand même cette capacité avec sa vitesse aussi à réfléchir assez vite. Et peut-être qu'avec des joueurs comme Wallmark et Sørensen, ça match finalement assez bien. Oui, alors je pense que c'est l'intelligence de jeu qui explique le fait que ça s'est bien passé pour lui. Après, c'est un match, il faudrait revoir aussi sur la longueur. Enfin, je dis la longueur, mais c'est pas fini dans 3 matchs. Donc, on n'aura peut-être pas l'occasion de voir ça longtemps. Mais je peux imaginer Christian Dubé continuer finalement avec cette triplette-là. Il n'y a pas de raison de changer. Après aussi, ça veut dire qu'il a reculé Motet parce qu'il n'en était pas extrêmement satisfait. Puis on se retrouve avec une ligne Schmidt, Sprunger, Motet, qui est d'ailleurs sur la glace lors du but, qui n'a pas fière allure. Mais après, voilà, à l'heure des charges, c'était minute 40. Mais finalement, après, c'est un peu une ligne des gens pas en confiance. Tu sais pas trop quand tu la mets. Et est-ce que
c'est une bonne solution pour Bikoff, mais ça se fait au détriment d'autres choses. Bah, c'est un peu ça le problème de Fribourg-Gotteron, c'est que j'ai l'impression que du côté de Lausanne, t'as peut-être pas une première et une deuxième ligne aussi dominante que celle de Fribourg, surtout la première, on l'a vu avec Sørensen durant toute la saison régulière qui marque ses 30 buts. Le duo avec Valmark fonctionne bien, souvent ils mettent encore un troisième avec eux pour faire des tours et brasser, une sorte de Benny plus de l'époque. Mais derrière, ta ligne numéro 2 articulée autour de Delarose, elle marche bien, mais après, tu as justement cette troisième ligne qui est un peu faiblarde. Là où, côté lausannois, ben justement, peut-être ta troisième ligne, ça va être la ligne autour de Jäger avec Boson et Raffel. Mais t'as une super 4 à Fribourg. T'as une 4 qui est un petit peu meilleure, mais t'as une 3 qui est un petit peu moins bonne. Et puis, justement, peut-être que la quatrième ligne, elle va tenter de défendre la première ligne adverse, mais par contre, en termes d'impact offensif, quand il va falloir aller marquer les buts, bah, ta ligne numéro 3, et c'est là où, justement, c'était étonnant que ce 2-1, lors du match numéro 1, viennent de cette ligne-là, justement, parce que pour moi, c'était pas forcément la meilleure. André Bikoff disait à la fin qu'il se créait beaucoup d'occasions et que le travail avait payé. Je l'ai quand même trouvé un petit peu à la peine, mais au moins, ils avaient marqué ce soir-là. Là, c'est pas le cas. C'est difficile de de repartir avec l'alignement de fin de match au début du prochain. J'ai presque l'impression que tu sacrifies Motet en le mettant avec les deux autres. J'ai pas l'impression que la création de Sandro Schmidt va pas compenser l'absence de Bikoff à côté de lui. J'ai l'impression que c'est moins centre créateur. Et Sprunger et Motet ont besoin de ça pour être efficace. Et j'ai un peu l'impression que tu perds une troisième ligne en faisant ça. Et je serais presque surpris de le voir continuer comme ça, non? Enfin, c'est complètement l'inverse de ce que tu viens de dire, Pierre. Moi, je pensais aussi à Marchand, peut-être. Ouais. Est-ce que ça peut être l'autre option pour mettre avec les Suédois, comme ça a déjà été le cas pendant cette saison? Ça a été essayé, c'est vrai. Après, cette quatrième ligne avec Valzer et Jörg fonctionne bien dans un rôle bien précis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'imagine que oui, hein, mais c'était intéressant en début de match, surtout en début de match à Lausanne, c'est que Jeff Ward ne se laissait pas faire. Dubé essayait de mettre cette ligne-là sur le dos de Somela. Et puis, il mettait systématiquement la ligne à Holdener pour un tout petit peu l'annuler et puis ensuite pouvoir profiter de ces trois autres lignes face aux lignes plus offensives de Gotteron. Peut-être qu'à domicile, quand même, la ligne de Valzer, Jörg, Marchand, elle aura son utilité face à celle de Somela, pour autant qu'on juge que ce soit la plus dangereuse. C'est juste aussi. C'est que tout peut le flow du match peut aussi décider de qui est le plus... qui est la ligne la plus dangereuse finalement, qui est la ligne la plus dangereuse à voir. Mais j'ai l'impression que entre Lausanne et Fribourg, les acteurs nous disent les deux équipes sont très proches. Tu m'étonnes, il y a eu un seul but d'écart dans les deux matchs. Et cette première ligne avec Suomela, Sekac, Rochette, où Lausanne n'était pas forcément hyper satisfait, ou en tout cas n'avait pas les résultats escomptés. On l'a dit à longueur de podcast que la ligne avec Fuchs et Ria ou la ligne avec Raffel marchait bien. Est-ce que finalement les deux équipes ont... C'est pas un petit souci, mais est-ce peut-être Zurich a pas ce problème-là? Bon, alors déjà, on va commencer par une chose. Hier, Zurich était totalement favorable aux prolongations illimitées. Les Zurichois, ils se marraient hier. Hein. Ils étaient dans leur bus en train de rentrer de Zug, leur 6e victoire consécutive en play-off. Ils sont déjà quasiment un patin et demi en finale. Puis ils voient les deux Belges qui se foutent sur la tronche jusqu'à minuit et demi, alors qu'ils ont déjà les deux joué 7 matchs en quart de finale. Franchement, si ça continue comme ça, cette série, et que ça continue de l'autre côté comme ça... On fait comme le play-out. On joue pas. On dit directement, les gars, tu sa main, et puis on s'économise un peu de temps, ça va servir à que dalle. Mais ceci mis à part, je sais plus sur quoi je répondais. Mais... sur qu'est-ce que tu pouvais dire sur Zurich? Non, parlons un peu de Lausanne. On a beaucoup parlé de Fribourg-Gotteron, ce qui est logique. On parlera un peu plus de Lausanne au prochain épisode. On a pris ce parti d'avoir toi, Pierre, aujourd'hui pour parler un peu de Fribourg-Gotteron. Toi, en tant que suiveur de Fribourg-Gotteron, tu vois un peu moins Lausanne que nous. Mais c'est quoi finalement ta vision, on va dire, un peu plus avec un peu de recul, pas sur l'équipe aujourd'hui, mais sur le club dans son état, on va dire, en ce moment, et ce par quoi il est passé, ce où il est aujourd'hui? Je trouve que la reconstruction qui a commencé après le départ de Svoboda, finalement, c'est accéléré, enfin, a eu lieu beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser. D'ailleurs, je serais bien intéressé de savoir ce que pense Svoboda en ce moment de cette demi-finale, parce qu'il y a quand même une partie de l'équipe qui est la sienne. Donc, est-ce qu'il se dit, j'ai aussi ma part
de succès là-dedans ou alors. Tu veux son numéro pour faire l'interview de Peter Svoboda pendant ses playoffs? Moi, il répondra pas, mais toi, peut-être. Franchement, je te mets peut-être ton collègue Mathias. Petr Chouvet. Mais non, mais franchement, je dirais pas que je suis surpris parce qu'il y a quand même de la qualité. Puis après, au final, c'est beaucoup le casting d'étrangers qui fait aussi la différence. Et puis, je pense qu'en étant allé chercher Suomela, en étant allé chercher Joos, Pilot, je vais peut-être pas tous les ajouter parce que Kovac, voilà, c'est plus compliqué. Il y a Sekac qui fait aussi une bonne série, je trouve, même si hier il rate ce 3-0. Mais ils ont pu adapter un peu l'équipe. Aussi, j'ai l'impression, amener de la sérénité à tous les étages et aussi au sein de l'équipe. Ça fait beaucoup. Et forcément, quand tu as de la qualité, parce que Jason Fuchs, Damien Ria, je pourrais en citer d'autres, mais c'est des bons joueurs de hockey. Voilà, tu arrives à faire quelque chose de bien. Puis, je connais pas Ward, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui connaît quelque chose au hockey. Donc forcément, il peut, il a aussi, il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Donc c'est vrai qu'avant la série, je savais pas trop quoi penser de Lausanne parce que je les avais vus jouer assez peu. Et j'ai été plutôt impressionné par, je dirais, la qualité et la fluidité du jeu qu'ils proposent. Ouais. Tu parles de Kovacs, alors il n'a pas été flamboyant, mais c'est quand même lui qui fait la passe à Fuchs sur le but décisif. Il était quand on met un bémol sur la ligne qui est sur la glace, parce que de toute façon ça peut venir de n'importe qui, donc on met pas ça sur la troisième ligne, on va pas les accabler pour ça. N'accablons pas Kovacs non plus avec cette passe décisive. Ça va dans les deux sens. Il a pas fait un bon match non plus. Non, absolument. Mais c'était pour dire qu'il remplaçait Salomeki finalement, qui était surnuméraire visiblement. Ça veut dire que Lausanne a utilisé peut-être, alors s'il était peut-être blessé, on ne sait pas en play-off, hein. Si Salomeki peut être de retour samedi, il a pas eu à jouer 107 minutes, donc du coup c'est plutôt positif. Lausanne va récupérer Almond de sa suspension de 5 matchs qui sera terminée. Même si Holdener n'a vraiment pas fait un mauvais match, Cody Almond, on va dire le meilleur de Cody Almond, s'il pète pas un plomb, s'il joue pas n'importe comment, aux engagements, il est assez utile. Il a de l'expérience. Il est quand même d'origine canadienne, donc on sait que les playoffs, ça fait peut-être un peu cliché, mais on a déjà vu qu'il peut être solide. Donc, Lausanne a peut-être un poil plus d'options parce que j'imagine mal Christian Dubé dire « Ok, je mets Thomas Grégoire parce qu'il y en a qui ont été fatigués et je sors un de mes étrangers pour pouvoir mettre Grégoire. » J'ai un peu de peine à y penser. Surtout qu'offensivement, tu as un peu de la peine à avoir justement 3 lignes compétitives. Donc si tu mets Thomas Grégoire, tu dois sortir un de tes étrangers. Je vois pas le truc non plus. J'aurais pu le voir dans ce match numéro 2 à Lausanne en me disant tu vas là-bas pour être surtout solide et puis devant tu vas de toute façon avec tes artistes, quitte même à sortir de la rose, à composer une ligne avec Dido, Sørensen et Valmark, puis tu fais une vraie ligne. Je pense pas qu'il allait faire ça honnêtement, hein, mais j'aurais pu l'entendre ou j'aurais pu comprendre la réflexion à l'extérieur sur ce match numéro 2. Là non, je vois pas non plus. Par contre, tu parles de Cody Almond. Oui, c'est un joueur qui peut être utile en play-off, mais c'est un joueur qui peut être utile aux deux équipes en play-off suivant ce qui se passe. Je peux imaginer qu'après une suspension, on en a pas beaucoup parlé dans cet épisode. C'est pas pour faire une pique sur le fait que t'étais pas là durant la fin de la série, hein, c'est pas du tout pour l'idée, mais on en a pas beaucoup parlé à ce micro, les 5 matchs de suspension d'Almond. On en a parlé avant la sanction. J'ai dit il va quand même pas prendre 5 matchs. Du coup, je pense que c'était très bien vu de ma part, vu qu'il a pris 5 matchs. C'est beaucoup trop. À mon avis, il ne devait jamais prendre 5 matchs pour cette charge. Toujours est-il que peut-être que là, il s'est fait taper sur le bout des doigts et puis il va faire un peu attention et puis il va jouer correctement. Et s'il joue correctement, c'est le meilleur Lausannois en pourcentage d'engagement gagné sur la saison. Avec un volume d'engagement, je crois qu'il y a Benjamin Gros qui en a gagné 4 sur 5 ou 5 sur 7. Mais avec un vrai volume d'engagement, c'est celui qui en a gagné le plus en pourcentage. Donc oui, c'est utile sur une 4e ligne d'avoir le retour d'un Cody Almond. Ça va clairement aider le Lausanne HC. Je voulais aussi revenir sur un point, c'est la gestion des gardiens de Jeff Ward et du coup de Christophe Alluet, de toutes les personnes impliquées dans ces décisions. Lundi, c'était quand même la surprise de voir Kevin Page devant le filet. Et là aussi, c'est toujours la même chose.
au moment où on prend connaissance de la décision, on en a parlé, hein, l'épisode d'après, oui. Bah forcément on est surpris. Puis le match numéro 2, t'envoies Connor Hughes pour 107 minutes de glace, vu que 2 jours avant il n'a pas joué. T'as un Hughes frais, moins fatigué que s'il avait joué 2 jours avant. Frais, j'en sais rien, parce qu'il a quand même une série de 7 matchs dans les pattes juste avant. On a vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, durant la 3e prolongation, je crois, quand il y a un long arrêt de jeu, Reto Berra fait des espèces de génuflexions et des espèces d'étirements avant un engagement. Il connaît son corps mieux que personne, mais je peux imaginer que physiquement, Reto Berra, ça doit peut-être être un peu difficile. La gestion des gardiens de Lausanne, est-ce que tu repars avec Kevin Pache pour le numéro 3 en te disant mais on a le luxe, nous. Hein. Nous, on a 2 gardiens, 1A, 1B. Vous, les journalistes, vous avez dit de toute façon, il va falloir établir un numéro 1. Mais ça, c'est vos conneries de journalistes. Nous, pas du tout. Nous, on a Hughes qui a joué 107 minutes. Il a quasi joué 2 matchs. À Kevin d'aller à Fribourg. C'est une bonne idée. En tout cas, je pourrais vivre avec les 2 décisions. En se disant, Hughes a gagné ce match-là. C'est quand même notre titulaire à la base. Il a joué les 7 matchs du quart de finale contre Davos. Donc, c'est normal. Là, c'était un petit peu spécial. Mais non, je trouve que les 2 théories tiennent. Finalement, ils perdent 2-1 Lausanne contre Fribourg. À Fribourg, Pache fait pas un mauvais match. Donc, tu disais de luxe, c'est vraiment ça. Le seul truc qui change, c'est qu'il y en a un qui a gagné et l'autre qui a perdu. Mentalement, ça pourrait avoir un impact. Mais... non, je trouve que les 2 se tiennent, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Pierre. Moi, si je suis Christophe Baluat, je repars avec Hughes pour le match 3 en me disant que de toute façon, de l'autre côté, Reto Berra est plus cramé que mon gardien, en fait. Et puis, c'est vrai ce que tu dis par rapport à l'aspect aussi mental. Ben voilà, Hughes a gagné, Pache a perdu, même s'il a plutôt fait un bon match. Un beau match à Fribourg. Je partirai avec mon numéro 1 quand même, un match 3 qui est un match capital dans une série. Là, si c'est un peu cliché, mais on l'a vu il y a 2 ans en quart de finale. Fribourg le gagne au bout de la nuit. Et puis après, il déroule, c'est 3-1, c'est 4-1. Donc, je ne suis pas entraîneur des gardiens, mais voilà, si je l'étais, je partirais avec Connor. Mais ce que je trouve intéressant, en tout cas en discutant avec vous et en réfléchissant aussi pendant que vous parlez, c'est que j'ai un peu l'impression que si on doit réfléchir à cette série, on peut à chaque fois trouver une option du jeu en plus à Lausanne qu'à Fribourg. Au niveau des gardiens, tu peux dire tu as une option de pouvoir envoyer Kevin Pache. Oui. Au niveau de l'attaque, il y a Cody Allemande qui revient, ça donne des options supplémentaires. C'est quoi les options supplémentaires à Fribourg? C'est quoi à Fribourg le contre du coup à ces options dont dispose Lausanne? Le seul ressort, je pense qu'on l'a évoqué avant, c'est Thomas Grégoire. Il aurait pu avoir Corey Emerton, mais il est blessé, donc il n'est pas éligible. Et c'est pas vraiment un ressort au final, parce qu'on réfléchissait avant, mais tu sors qui si tu mets Thomas Grégoire? Tu sors Jacob Delarose, mais tu perds quand même un gros centre qui est hyper important en play-off, même si c'est un joueur qui marque plus depuis 4 lunes, je pense. Un petit but serait bienvenu quand même pour Fribourg de sa part. Donc, c'est pas une option, à part si tout d'un coup Diaz peut pas jouer, Yecker est blessé, là peut-être que tu envisages sérieusement de remettre Thomas Grégoire, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une sécurité qu'une option. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que Lausanne a aussi 2 attaquants étrangers surnuméraires qui peut faire rentrer. Alors voilà, c'est pour Rapala, je sais pas si c'est une vraie option, je sais pas dans quel est son état de forme actuellement, mais il y a beaucoup plus de solutions à Lausanne. Puis là, voilà, c'est le choix de la qualité avant la quantité de Christian Dubé, qui dans des situations comme celle-ci peuvent être défavorables en fait à Gothéon. À part ça, Pierre l'a mentionné, je voulais aussi revenir sur la performance de Jiří Sekac et du coup de celle de Michael Raffel, et peut-être aussi Raffel permettra de parler du but de Raffel, parce que j'ai lu mon blick. Et il y a je trouve l'impact de ces joueurs-là, on disait que c'était des joueurs de play-off, on a l'impression, on a vu la série contre Davos, on disait ils sont pas mal. Sekac, on avait un peu pas des doutes, on disait mais d'habitude il est bon en janvier, puis là il met un peu plus de temps à arriver. Il était blessé aussi, exactement. Et là, je trouve qu'il fait
il fait un sacré boulot d'aller rechercher des pucks. C'est difficile de lui prendre le puck. On n'a pas parlé non plus aussi, il y a eu pas mal de fautes qui auraient pu... je pense que si les Lausannois auraient sorti Berchi 5 minutes, Souter 5 minutes, etc., ça on n'en a pas parlé non plus. Il y a eu des phases litigieuses en tout cas. Mais Raffel et Sekac font mal à Fribourg. En termes de... Si l'impact et l'intensité physique du Lausanne Hockey Club est mis en avant, je pense que c'est aussi grâce à ces deux leaders sur la glace, pas seulement en termes de but, mais aussi en termes de charge. Et si on peut parler du but de Raffel aussi... Avant de parler du but de Raffel, complètement d'accord. J'ai eu l'impression, prochain match, je fais des coches. À chaque fois que Raffel veut aller en mettre une immense à Di Domenico, je mets une coche sur ma feuille. Parce que j'ai l'impression que toute la soirée est de manière correcte. Mais j'ai vraiment l'impression que Raffel il s'est dit, moi je vais éteindre mon Dido pendant cette série, c'est ma mission. Et je l'ai trouvé tout le temps sur son dos. Et Raffel il est chiant, il est rompu à ses combats de play-off. Il a joué plus de 35 minutes durant ce match. Alors qu'on rappelle quand même que c'est un joueur il est plutôt jeune quand même. Mais il était pas mal blessé toute la saison. Il a 36 minutes 55 de glace. Près de 3 minutes en box-play. Plus de 5 minutes en power-play. Il est hyper précieux. Et mais il y a ce but, comme tu dis, comme pour C4. Mais même C4, on en a parlé dans certains podcasts. Depuis le début de ses play-offs, il est excellent. Et alors, c'est pas du tout le moment pour avoir ce débat-là et se poser ces questions-là, mais il est en fin de contrat du côté de Lausanne jusqu'à mi-décembre, voire fin décembre, voire même presque un peu plus. On était là, non mais de toute façon c'est cash, tu vas pas le garder quoi. Puis plus ça va, puis tu dis mais ce joueur-là, ce qu'il est capable d'amener à chaque fin de saison, il est bon quoi. Et sérieux, il y a les 13 autres clubs de National League, si Lausanne ne le garde pas, je peux pas imaginer qu'il n'y a pas un club qui se dit ça peut être un de nos 6 étrangers. 7, bien sûr, évidemment, parce qu'ils vont partir tous presque avec un peu plus que 6. Mais c'est ton top 6 d'étrangers, je pense. Ouais, absolument d'accord. Juste en 2 mots, hors-jeu sur le surnombre sur le but de Michael Raffel à 4 contre 5 clair. C'est exactement le même cas que Davos. Oui, le joueur est dans la zone. Le joueur qui change pour Raffel est sur la glace. Alors, disclaimer, en live, j'ai l'impression qu'il y a surnombre clair de Fribourg. Il y a aussi un surnombre de Fribourg, je pense qu'ils sont un de plus sur la glace aussi. La nuance, c'est que Raffel fait action de jeu sur le puck, tandis que le Fribourgeois qui est en surnombre ne fait forcément pas. Il ne faut pas tous action de jeu. Enfin si, il pourrait aussi faire action sur un joueur. Si tu mets une mise en échec, si tu vas au puck et que ton joueur est encore sur la glace, les patins sur la glace, la zone de 1,5 m ne compte pas. Là, c'est binaire, sur la glace ou pas. Cette zone de tolérance de 1,5 m, c'est... Toi tu rentres, moi je suis en train de sortir, mais voilà, on se croise finalement. Ça, t'as le droit de te croiser, t'as le droit, c'est 1,50 m, il est là. Par contre, s'il y a action au puck pendant que l'autre est encore un patin sur la glace, c'est surnombre. Là, il y avait clairement surnombre pour Lausanne. Honnêtement, sur une rencontre qui se joue comme ça, on doit en parler parce que c'est clairement un fait de jeu. Ça a changé la physionomie de ce match-là. Mais par contre, à aucun moment, j'ai l'impression qu'on va pouvoir crier à l'injustice côté fribourgeois. D'ailleurs, à la fin du match, il n'y a personne qu'on a parlé. Avait-il pas vu ? Peut-être. En tout cas, ils avaient oublié, je pense. C'était la veille déjà, donc c'est vrai. C'était déjà le jour d'après, donc on a oublié ce qui s'est passé avant minuit. Souvent, l'aspect, on va fêter jusqu'à minuit, et puis à minuit 1, on va penser au match d'après. On va fêter jusqu'à 1h, et puis à 1h01, on pensera au match d'après du côté de Lausanne. Mais là, du côté de Fribourg, effectivement, ils étaient passés à autre chose. Vous n'avez peut-être pas vu, c'est vraiment possible. Hein. Oui, il y a une erreur. Après, voilà, c'est pas un scandale non plus, selon moi. Ouais, Fribourg peut s'en vouloir qu'à lui-même, j'ai l'impression, sur cette action, parce qu'ils sortent de 4 minutes de powerplay. T'as Sorensen qui fait un pseudo-repli en milieu de glace, mais qui anticipe pas finalement le fait qu'il y a un changement à côté de lui. Après, je crois que c'est Berchi qui sort, Yecker qui rentre, et puis tout le monde fait faux en fait sur cette action. Et puis les arbitres auraient pu le voir. Au final, est-ce que ça change la physionomie de la rencontre ? Je pense que si Lausanne ne marque pas à ce moment-là, il marque 2 minutes après. J'ai l'impression tellement ils étaient dominants. Totalement d'accord. Donc je crois pas que c'est un fait de jeu qui change grand-chose. Et après, en fait, il y a eu tellement de faits de jeu, on pourrait faire un épisode d'1h30, quoi.
Mais c'est vrai que c'était le premier. c'est assez drôle, à part ça, de voir que on est tous à dire ouais, alors ce premier tiers, ces 30 premières minutes. Puis je crois que c'était 15-7 au niveau des shoots. C'est d'ailleurs, au final, il y a à peu près 8 tirs d'écart entre les deux équipes et tout découle de ce premier tiers. Mais si on regarde les expected goals, c'est pas non plus. C'est pas 5-0 ou peu importe, ou ne serait-ce que même 2-0. C'est plutôt même assez égal. C'est 5,2 à 4,0 si je crois le provider de la ligue, 49ing. Et je peux même en vitesse aller voir nos amis d'Analyse Data où ils en sont arrivés en termes d'expected goals. Mais oui, c'est 5,87 à 3,77 selon eux. Ils ont un calcul un petit peu différent. Donc il y a quand même un écart. Mais au moment où Fribourg revient à 2-2, là c'est très proche. Et jusqu'à la 60e minute, il y a un écart clair parce que Lausanne, la fin de match, a repressé un petit peu plus. Mais nous, on disait à la fin, c'était les fins de tiers où Fribourg était globalement bon, mais le reste du temps, ils étaient sous pression. Mais Berra fait quelques gros arrêts, plus que Connor Hughes, je pense. Il y a quand même eu plus d'actions dangereuses autour du but fribourgeois. Après, oui, c'est vrai que si on écoute cet épisode et on fait abstraction du score, on a l'impression que Lausanne est en train d'étaler Gauthieron. Il y a 1-1 dans cette série, ça repart à Fribourg. J'ai vu, je ne sais pas si c'était ton titre qui a été conservé par Blue In ou si c'était ton texte, tout simplement, c'est Lausanne a peut-être gagné plus qu'un match. C'est ton titre ou pas ? C'est mon titre, mais c'est sur le deuxième papier. Ouais, mais c'est ton titre. Oui. Ouais, mais justement, je l'ai lu, puis j'étais là, non, en fait, il y a 1-1, puis ils repartent à Fribourg pour le match numéro 3, puis justement pas, en fait. Et c'est ça, mais je comprends complètement dans le sens dans lequel ce titre est écrit, parce que mentalement, tu gagnes après 100 et quelques minutes. Le peut-être fait toute la différence. Le peut-être fait la différence. Mais ouais, d'un côté comme de l'autre, ça va être clair de partir, de pas plus... Pas prendre plus en considération ce match-là et ce but-là qui tombe effectivement un peu de nulle part, même si c'est totalement mérité pour Lausanne de s'être imposé. Mais on repart à 1-1 et Lausanne a toujours la même mission qu'au début de cette série. Allez en gagner un là-bas. Et avant, il y avait 4 occasions, il n'y en a plus que 3. Fribourg peut aussi se dire, pour se rassurer, qu'il a été mauvais pendant 30 minutes, mais plutôt bon pendant 70. Donc c'est plus qu'un match finalement, où je trouve qu'ils ont été... plus ou moins au même niveau que Lausanne. Donc, il y a quand même de quoi construire. Alors, bien sûr, ils ont perdu beaucoup d'énergie et peut-être ça aurait été mieux de perdre en 60 minutes. Mais d'un autre côté, tu te dis que l'écart qu'on pouvait voir après 30 minutes, peut-être qu'il n'existe pas, ou il existe moins que ce qu'on pouvait craindre pour Fribourg après une demi-heure. Lausanne est soulagé aussi de se dire que finalement, il aurait tout à fait pu avoir 2-0, puis la série, c'est autre chose. Si en plus tu perds après un long match, tu as les réminiscences de 2022 où tu te dis de nouveau. Non, là, Lausanne s'est juste donné l'occasion aussi d'avoir un match 5 finalement, d'une certaine manière pour l'instant. Si tu dois pas voir plus loin, non. C'est le caissier de Fribourg-Gotteron qui est content. Mais tellement. Ouais. Non, le fromager aussi. On était fébrile quand il y avait le numéro 5 qui partait un peu en attaque là, autour de la 100e minute. C'est même ça, le souvenir de Philippe Fourer. Ça m'a fait rire d'ailleurs, si j'ose dire, dévoiler un petit peu les coulisses. Quand on fait l'interview de Jason Fuchs, Pierre et moi, on est autour de Jason Fuchs avec d'autres journalistes et il dit est-ce que tu es prêt à ce qu'on te parle de ce but comme Philippe Fourer où on n'arrête pas de lui dire. Alors ça m'a fait sourire. Ouais, quand j'ai lu ça, parce que du coup c'était Mathias qui était là pour nous, quand j'ai lu ça, j'ai eu un flashback d'un but de Gilles Montandon en prolongation contre Berne, sauf erreur, où je suis en train de l'interviewer, il est sur la glace, c'est minuit et quart, quelque chose comme ça. Et il me dit non mais j'en peux plus là, t'es bientôt le 10e à Kichko, si j'avais su je le foutais à côté. Puis ça m'a vraiment fait la même chose de voir qu'il disait ouais, il a répondu à plein d'interviews et puis Jason c'est quelqu'un qui parle bien, qui est quelqu'un qui est assez chouette à avoir à l'interview, donc c'est aussi assez sympa parce que, alors je vais citer aucun nom, si c'est d'autres joueurs qui marquent ce but en prolongation, tu dis l'interview ça va peut-être pas être la plus chouette du monde. Là avec Jason Fuchs elle est sympa à lire, j'étais pas présent mais elle était sympa à lire, donc mais on fait toujours un peu le jeu du héros improbable
Et moi, j'avais misé sur Jäger pour le héros improbable. Ça aurait pas été si improbable que ça. Ouais. C'est pas Philippe Fourer en 2022. Mais Seiler aurait été un excellent pari. Pierre, qu'est-ce qu'on peut attendre pour le match de samedi? Toi, t'attends quoi pour le match de samedi? Je pense qu'on va finir là-dessus. Bah, je m'attends à beaucoup de choses et en même temps à rien parce que c'est difficile de savoir comment les deux équipes vont récupérer. Mais je pense que Fribourg aura quand même. Je m'attends à voir un Fribourg qui va montrer une réaction par rapport à ce qu'ils ont montré, je dirais, globalement sur ces deux premiers matchs. Et que Lausanne aura peut-être la vie un peu moins facile. Alors, Lausanne, en fait, je réfléchis à ce que je dis, mais est-ce que Lausanne a eu la vie facile en allant jusqu'à la 107e minute? Non, pas du tout. Mais ils peuvent encore s'adapter mieux que ce qu'ils ont fait durant cet acte 2. Et il y a encore, j'ai l'impression, par rapport au matching vraiment entre les deux équipes, Fribourg a une marge de progression. Ce qui est peut-être pas le cas de Lausanne, qui a déjà en fait quand même compris comment embêter Gauthieron. Donc, je pense que peut-être les 107 minutes plus 60, ça nous fait 167 minutes d'expérience peuvent servir Fribourg, qui va revenir à la maison avec l'appui du public. C'est leur chance, leur force. Ouais, et puis je pense que du point de vue matching, justement, ce que tu dis très justement, à mon avis, c'est que à l'extérieur, Fribourg n'a pas le choix, donc doit subir le coaching de Jeff Ward. Jeff Ward est un coach expérimenté. À la maison, il peut un peu plus choisir contre qui il fait jouer ses lignes fortes. Et comme on le disait plus tôt dans l'épisode, Fribourg a peut-être un petit peu moins d'options que Lausanne. Et du coup, quand tu joues à l'extérieur, si tu as un peu moins d'options, forcément, c'est encore plus compliqué de pouvoir profiter de match-up favorables. À domicile, en général, Dubé arrive pas mal à faire ce qu'il veut en termes de coaching, ou du moins, c'est un coach hyper actif. Pas en termes de gesticulation, mais en termes de management de ses lignes. Il fait pas 1, 2, 3, 4 toute la soirée. Et ça, il peut essayer d'en profiter. On l'a vu, tu le disais avant, il a essayé au début du match de faire le même coup qu'à Gianninazzi, où il renvoyait Valzer un shift sur 2, mais Jeff Ward a dit mais pas de problème, je peux jouer à ça toute la soirée si tu veux. Gianninazzi avait pas laissé jouer, avait laissé faire Christian Dubé même un match à l'extérieur. Ward s'est pas laissé faire, et c'est aussi là que tu vois peut-être des fois la différence d'expérience entre un coach comme Jeff Ward qui a vécu 2-3 trucs, comme tu l'as dit au début de l'épisode, et puis un Gianninazzi qui est encore un jeune coach, mais qui a peut-être aussi un petit peu appris à ce moment-là. Derrière le banc, il y a un vrai match qui se passe aussi, et ça, je le trouve aussi assez passionnant à suivre. Problème pour nous, c'est que le match derrière le banc, on ne le voit pas depuis les tribunes de presse à Fribourg-Gotteron, vu qu'il y a 10% de la patinoire qui nous est interdit, c'est-à-dire la partie devant les bancs des deux équipes, mais on va quand même essayer de suivre ça dès samedi, non? Ouais, ça va être très très intéressant de voir le matching notamment. Et puis quand tu disais, ça m'a fait penser à ça, je voulais juste rajouter que que Lausanne avait plus d'options que Fribourg. Je pense que Fribourg a de meilleures individualités que Lausanne aussi. Et ça peut clairement payer sur une série, j'ai l'impression. Donc en tant que suiveur fribourgeois, je dois quand même rajouter un point positif pour Gotteron, parce que c'est vrai qu'on a quand même on a été plutôt favorable envers Lausanne, mais voilà, en même temps, c'est ce qu'on a vu sur ces 2 premiers matchs, la réalité de la glace. Absolument. D'ailleurs, si tu te rappelles la série il y a 2 ans, les individualités qui avaient fait tourner la série, c'était les Ernest et les Domenico. Oui. C'était Kylian Motet, c'était justement ces individualités-là qui avaient, elles, trouvé la parade, ou qui avaient trouvé le chemin des filets, surtout en powerplay, qui fonctionnait à merveille. Et ça peut faire la différence sur une série serrée comme celle-ci. On se réjouit de te voir. Tu seras à l'entraînement dès vendredi matin. Je serai à l'entraînement, mais à Lausanne. Hey, mais si je vais à Lausanne pour toi, puis tu vas à Fribourg pour moi, ou bien on fait comment? Ouais, c'est ça. Non, mais tu verras mes collègues, mais c'est vrai qu'en play-off, on aime bien avoir un petit peu les deux côtés. Et là, c'est d'autant plus sympa que c'est Lausanne, et qu'il y a un gardien qui est bien connu à Fribourg, qui risque de jouer, donc on va aller lui parler. Il y a 2 gardiens qui sont bien connus à Fribourg. Enfin, Kevin Pache, il connaît bien Fribourg, il est moins connu à Fribourg, mais il connaît bien Fribourg. Il disait après le match numéro 1 qu'à 4 ans, il était dans les gradins, et puis que maintenant, ça lui faisait tout bizarre d'être sur la glace. C'est une jolie histoire aussi. Puis au passage, tu parles des gardiens lausannois, c'est quand même chouette d'avoir ces deux, parce que même Kevin Pache, même s'il est tout jeune, il est inexpérimenté, on va dire, devant les médias, il a une fraîcheur aussi face à nous qui est terriblement agréable.
On se moque souvent des gardiens en disant ouais, maman, c'est un peu des spéciaux la plupart du temps. À Lausanne, pas du tout. Connor Hughes, c'est le gars le plus ouvert et c'est un des gars avec qui j'ai le plus de plaisir de parler à la fin du match parce qu'il a toujours une analyse qui est hyper intéressante, hyper introspective ou autocritique aussi et je le trouve vraiment excellent. Puis Kevin Page, j'ai l'impression que lui aussi, c'est un potentiel excellent client. Donc c'est un bon choix d'aller leur parler. Pierre, on te remercie d'être venu à notre micro pour ce long épisode sur ce match. Pas aussi long que le match, hein, on n'a pas fait 107 minutes de podcast. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. On risque de te ressolliciter si ça se prolonge durant cette série, si tu nous accordes encore un petit peu de temps. Plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, bye bye, ciao. Ben voilà, on est au terme de cet épisode numéro 33. Merci encore à Pierre d'être venu à notre micro pour, j'allais dire, son point de vue fribourgeois. Pierre, pour les fans de Fribourg-Gotteron, on peut retrouver épisodiquement dans le podcast de la Liberté, Point de vue, qui est forcément plus centré sur Fribourg-Gotteron, avec souvent des interviews de gens du club. Donc je vous conseille de l'écouter si vous ne le connaissez pas déjà, mais les Fribourgeois connaissent déjà évidemment Point de vue. Donc prochain épisode normalement après ce week-end, donc on en saura un petit peu plus sur l'évolution de cette série. On n'a encore pas calé nos agendas, donc suivez nos réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'aura lieu le prochain épisode, probablement avec un autre invité. On verra encore, on est en train encore de régler nos agendas, c'est les playoffs, ma foi, on match après match. Non, mais c'est comme les pécalistes, hein. C'est toujours difficile d'avoir des gens. Tu voudrais avoir les gens de Lausanne ou de Fribourg, non. Donc faut trouver quelque chose. Alors là, je crois que Roland a trouvé il aimerait bien les présidents de club, donc on verra. Exactement, il y aurait les présidents de club pour les pécalistes de lundi. Nous, d'ici le prochain épisode, on est disponible pour parler avec vous autour des patinoires parce que c'est toujours un plaisir. Chaque fois, il y a des gens qui viennent là, vous avez dit qu'il fallait vous dire bonjour, alors on vient volontiers. Je dis ouais, avec plaisir, sinon on le dirait pas, donc c'est toujours chouette. Il y avait plein de questions, hein. Je suis désolé, on n'a pas trop pu y répondre de manière spécifique, notamment celles qui sont arrivées pendant l'épisode, pendant l'enregistrement. Mais et puis des fois, elles perdent un peu le côté instantané, parce qu'elles sont souvent sur un match. Mais ma foi, voilà, s'il y a des questions plus génériques, on pourra peut-être... en parler, faire une petite pas une capsule mais un petit moment d'actu, on verra. D'ici là, en tout cas on est disponible pour échanger avec vous, pour vous ramener à la maison. Si on vous croise, on vous ramène, il n'y a pas de problème, on va créer un service de taxi pour les matchs qui se terminent au-delà de minuit. Ceci mis à part, profitez bien des 2 prochains matchs, en tout cas du prochain, on verra quand on revient, mais en tout cas du prochain, voire des 2 prochains, et puis à bientôt. À bientôt.